pour introduire cette séance, j'avais envie, non pas de vous parler de mon parcours d'étalonneuse, parce que je ne suis pas certaine que ça apporte quelque chose, mais par contre de vous parler de la couleur dans les films depuis le début de l'histoire du cinéma. Est-ce que, Amir, tu sais de quand date le premier film en couleur ? Non. Alors le premier Edison, c'est 1894. Alors le cinéma, la première projection des Frères Lumière, c'est 1895. Donc en fait, on peut dire que la couleur, c'est une question qui traverse le cinéma depuis ses premiers films. Mais il faudra très 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 longtemps à la couleur pour s'imposer dans les films, bien plus longtemps que le son. Jusque fin des années 60, on donne encore un Oscar aux films photographiés en noir et blanc et un Oscar pour les films photographiés en couleur. Et moi, je voulais revenir alors sur ces tout premiers films Alors, mais le tout premier, il a été étalonné à la main. Voilà, les tout premiers films étaient peints à la main par principalement des femmes. Et les films les plus connus sont ceux de Georges Méliès. Donc voilà, je voulais vous parler d'Elisabeth Thuillier, simplement en introduction, qui a été une des premières et plus célèbres étalonneuses peintres à la main. Alors elle ne peignait pas elle-même, elle choisissait les couleurs. Et la journée, chaque ouvrière peignait en photogramme, au pinceau, avec des couleurs à la nuit, des couleurs transparentes. Et ce que je trouve important dans cette technique, et la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler aujourd'hui, c'est que ça veut dire que chaque ouvrière, chaque étalonneuse peignait différemment. Il n'y avait pas deux copies semblables. Et ça me semble important, même aujourd'hui à l'heure du numérique, c'est que deux personnes ne vont pas étalonner en film de la même manière. Et donc, voilà, si on peut lancer le premier... Après la peinture à la main, on a peint en pochoir, ce qui a un petit peu accéléré le travail, mais ça n'empêche que chaque copie était différente et les films sortaient et en noir et blanc et en couleur. Donc cette version du film de Méliès, du voyage sur la lune de Méliès, date de 1902 et longtemps le film a été considéré comme noir et blanc. On a retrouvé une bobine couleur par la suite, et je pense que la restauration de cette bobine a duré presque 10 ans, puisqu'il a fallu scanner photogramme par photogramme. Mais vous imaginez ce que Elisabeth Thuillier et ses 200 ou 300 ouvrières accomplissaient comme travail pour coloriser à la main les bobines de Méliès. Réaction. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions ? Sinon, je fais un saut dans le temps pour parler de l'étalonnage contemporain. Et donc, j'ai commencé par choisir un extrait d'un film de Amir, de Effie, qu'on a fait ensemble il y a 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans.
qui s'appelle Sous la douche le ciel. Et ils avaient une demande très particulière pour cet étalonnage, c'est qu'il fallait être invisible. Et il n'y avait pas de... L'étalonnage ne devait pas se faire remarquer. C'est comme s'il n'y avait pas d'étalonnage. Mais juste de la continuité. D'abord, le point de départ était... en fait, on a commencé à tourner ce film en 2012 avec une caméra qui était encore à l'époque un mini, et avec des mini-cassettes. Et au fur et à mesure, on a acheté une nouvelle caméra, mais on a pris une décision de continuer avec cette caméra. Une décision qui était très douloureuse pour moi, très difficile, mais finalement on savait qu'à un moment donné, à l'étalonnage, il fallait améliorer ces images, mais sans que ça soit vraiment senti. Donc on n'a pas eu une idée, c'était une sorte de un film qui est caméra directe, réalité terre à terre, donc il fallait rester très neutre à l'étalonnage, ne pas pousser des couleurs, ne pas être trop contrasté, et pas tenter les images, et voilà. Oui, ce qui est tentant en tant qu'étalonneur, aller vers une belle image, c'est tentant. On se laisse très facilement avoir par une belle image. Ouais, ça c'est un terme que peut-être on peut en discuter par après. Qu'est-ce que ça veut dire belles images? Est-ce que ça existe belles images? Est-ce qu'il y a une norme sur le contraste, par exemple? C'est quelque chose dont on discute beaucoup, le contraste, c'est-à-dire le noir. Et avec Amir, souvent c'est difficile parce que j'ai pas exactement le même niveau que lui. Donc c'est des longues discussions sur où est-ce qu'on place le niveau de contraste. Mais sur ce film, finalement, ça se passe d'ailleurs souvent comme ça en documentaire, c'est tourné sur de longues périodes, parfois avec plusieurs caméras, et parfois on est persuadé que ces images-là ne vont pas servir au film, et elles se retrouvent évidemment au montage, et c'est à l'étalonneur d'essayer de les faire raccorder avec tout le reste. Alors, pour essayer de présenter ce travail qu'on a fait ensemble, j'ai choisi un plan sur lequel, un plan très simple, sur lequel l'étalonnage va glisser couche par couche. Donc on travaille par couches successives. Voilà, donc il y a d'abord ce que j'appelle une correction globale, primaire, et puis petit à petit on va rentrer dans l'image pour essayer de faire, en fait, de révéler l'image à elle-même, en quelque sorte. Donc il y a ce plan-là, et puis après il y a une série de plans introductifs, où pareil, l'idée n'était pas de transformer les images, mais juste de les nettoyer un peu, en quelque sorte, et de parfois flouter un petit élément ou des choses comme ça. Alors c'est très difficile de présenter un travail comme ça, hors contexte, parce que l'étalonnage, ça s'accompagne toujours de discussions, et c'est des choix qu'on fait ensemble, et donc là tout d'un coup on n'en présente qu'en morceaux. Voilà. Je trouve qu'il y a aussi une autre valeur à l'étalonnage, et c'est celui de guider la vision. Donc ça veut dire qu'en mettant des flous par-ci par-là, ou de rajouter des contrastes par-ci par-là dans des zones des images, et d'images, on peut avoir une vision plus précise du spectateur. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Comment faire des couches de vision, des points qui sont un peu plus ciblés dans l'image. Ici, à un moment donné, je vais appeler ça décrocher le personnage du fond. C'est comment on va créer une zone d'ombre dans l'image pour que ce soit comme si la personne interviewée avançait dans son image. Il faut savoir que c'est surtout dans le travail documentaire qu'on n'en a pas le temps de
de travailler l'image, de travailler les cadres, parfois très souvent, c'est la réalité qui en fait qui définit les plans plus que nous. Et là, du coup, avec l'étalonnage, on peut récupérer plusieurs choses, on peut se débarrasser de plusieurs objets qui étaient là, ça on voit dans l'extrait, et on peut réintroduire des couleurs, on peut encore changer, on peut retrouver du sens. Oui. On peut en créer et on peut en retrouver. Dans le premier film, ce sera plutôt, dans Sous la douche le ciel, c'était plutôt en retrouver, et dans l'extrait d'après, ce sera plutôt en recréer. Je pense qu'on peut lancer. Alors il y a un deuxième point de vue, c'est pour une personne qui est restée longtemps dans ce mode de vie bizarre qui consiste en ne pas savoir aller où on va aller, quand on va aller, zoner d'un endroit à un autre, et puis tout d'un coup pas de voir, mais se retrouver dans la situation où on doit reprendre ses marques et revivre une forme de socialisation qu'on finit par perdre très rapidement en réalité. Et ça aussi, ça peut être une angoisse, quoi. Et il faut un petit temps pour se remettre à vivre comme on a vécu quasiment pendant toute sa vie, mais il suffit de 2 ou 3 ans de vie de vagant pour éprouver des difficultés à se réinsérer dans ce monde qu'on prétend normal, entre guillemets. Ce sont des citoyens qui ont eu envie de se battre pour que ce projet existe. Mais ce ne sont pas du tout des gens... En fait, on a appris beaucoup en allant rencontrer le secteur et en allant rencontrer les SDF, en fait. Et on a appris énormément de eux. Quand on est sale, c'est quelque chose de très préoccupant pour une personne tout au long de la journée, quand on n'a pas la possibilité de se reposer quelque part, quand on est obligé de marcher toute la journée, de fréquenter des gens, quand on est obligé de faire subir parfois aux gens notre présence. Et donc prendre une douche, c'est enlever cette couche de sans-abrisme, c'est enlever cette couche de saleté, d'odeur, et redevenir un homme. Comme laisser couler tout ce qu'on a vécu comme stress, comme... On a tous du stress. Mais alors ceux qui sont dans la rue, ils en ont... Donc c'est peut-être le moment pour parler de termes que tu utilises, correction primaire, et puis ce qui se passe par après. Parce qu'il y a quand même, quand on parle d'étalonnage, il y a des corrections colorimétriques et il y a l'étalonnage. Comment tu définis ces deux étapes? Dans un premier temps, sur une image comme ça, moi j'essaye de corriger les aberrations qui pourraient être liées à la caméra. Mauvaise balance des blancs, manque de netteté, voilà. Et ça, c'est une partie un peu technique qui est moyennement amusante. Et pour moi, le vrai travail, il commence après, quand on peut commencer, en fait, un peu comme les ouvrières d'Elisabeth Fillier, à essayer de creuser l'image et les parties de l'image. L'arrière, désaturer une couleur, rééclairer un visage. Et ce qui demande une capacité d'adaptation, c'est que sur un film comme Sous la douche le ciel, les gens qui sont filmés ne sont pas maquillés. Ils ont passé du temps dans la rue et ça se voit, en fait. Moi, je vois leur peau. Elles sont rougeâtres, elles sont grises, ils sont cernés. Mais c'est eux. Et donc, il faut trouver sa place
pour être dans le respect de cette image, c'est-à-dire ne pas l'amener vers autre chose que ce que le regard des réalisateurs m'a indiqué, en fait. Et donc ne pas lisser ou voilà, respecter ces pots-là. Et c'est pas évident. Et moi, je me souviens que je me suis disputée un jour avec un réalisateur en cours d'étalonnage parce que j'avais été tellement loin qu'il ne reconnaissait plus ces images. Et donc, et moi, j'étais fâchée parce que je lui disais, mais ok, tu peux sortir le film comme ça, mais alors je veux pas le signer à l'étalonnage parce que c'est comme si j'avais rien fait. Et en fait, j'avais rien compris parce que c'est pas de ça dont il est question à l'étalonnage. C'est pas de faire sa publicité, c'est plutôt de comprendre ce que le réalisateur attend et d'amener ces images dans cette direction-là. Non, mais j'imagine que quand même quand tu reçois un fichier, le fichier du film, tu regardes ces images et tu as déjà envie d'aller quelque part avec ces images. Alors comment, peut-être c'est intéressant, comment ce travail se fait, comment cette collaboration entre tes idées, tes intentions avec les intentions des réalisateurs, à quel moment ça vient et quelle est plutôt la terminologie qu'il faut employer pour que ça soit plus pour qu'on se comprenne. Oui. Ouais. Donc moi, je commence toujours par regarder le film avec le réalisateur, et c'est vrai qu'instinctivement, très vite, quand je vois une image, j'ai des envies pour elle. J'ai des envies de direction, j'ai des envies de saturation, de contraste, et d'aller quelque part avec elle. À ça s'ajoutent les envies du réalisateur. Dans quelle direction lui il veut emmener son film, et à ça s'ajoute évidemment celle du chef opérateur, qui est, comme son nom l'indique, reste un peu le chef. Hein, donc il y a une vraie, pour moi, il y a une vraie tension au moment de l'étalonnage de à qui appartient l'image, jusqu'où je peux l'emmener moi sans trahir les autres collaborateurs. Et c'est vrai que, comme tu disais, parfois c'est le réel qui a donné son image, et donc voilà, là il faut se battre avec le réel, mais parfois il y a un chef opérateur qui a aussi eu des envies très précises, et est-ce qu'il faut respecter ça à la ligne, est-ce qu'il faut lui proposer des choses, voilà, il y a vraiment un moment dans le début du travail où il va falloir qu'on se mette tous d'accord sur la direction à prendre, et c'est un moment qui, moi, me stresse personnellement beaucoup. Et en fait, ça se joue au premier plan. En fait, au premier plan, on sait si on va se comprendre ou pas. Et le premier plan, c'est un peu celui où il faut faire ses preuves. Et là, on avance quelques... Moi, je ferais un peu ça, un peu ça. Et alors là, le réalisateur, soit il est perdu, soit c'est pas du tout ça. Et là, la négociation va commencer. Mais ce moment du premier plan, après la vision du film, où je vais petit à petit proposer des choses, c'est un moment crucial. Et là, les chefs opérateurs, parfois ils sont pas là, parce que dans le documentaire, c'est quand même souvent les réalisateurs qui filment. En tout cas, ça m'arrive beaucoup, et j'aime beaucoup ça. Soit le chef opérateur, il peut être aussi très directionnel. Et là, j'ai presque pas de place. Je redeviens le presse-bouton. C'est-à-dire, on applique une lutte. D'ailleurs, j'ai tourné avec une lutte. Je vais expliquer après ce que c'est qu'une lutte, peut-être. Et l'étalonnage, c'est à toi d'être le plus proche possible de cette lutte. Et là, c'est pour moi que la lutte commence. Vraiment, au sens vraiment. Donc une lutte, c'est une table de conversion colorimétrique, parce que les formats de tournage actuels tendent à aller vers le log et le raw, c'est-à-dire des formats où on va avoir une très grande marge de travail en post-production, parce que l'image de base, elle est très grise, elle a presque pas d'informations de colorimétrie ni de contraste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étalonnage est indispensable sur ce genre de projet. On ne peut pas s'en passer. Plus précisément par rapport à Cela touche le ciel, moi
nous, moi et les filles, et ce qu'on voulait garder, cette notion de réel, et ne pas aller justement sur les images très contrastées, parce que moi, c'est très personnel. Moi, je trouve qu'une fois qu'on rajoute des contrastes, enfin, les images sont étouffées et on perd une sorte de sensation d'air qui, pour moi, se trouve dans le réel et qui fait vibrer ces personnages et l'espace dans lequel les images ont été tournées. Et donc, c'est vraiment un sentiment personnel. Donc, c'est pas une question de beauté, c'est une question de vibrations d'image. Et donc, justement pour ce film-là, c'était ok, moins de contraste, pour arriver Amir vraiment. est très intransigeant sur la question du contraste, parce qu'en fait, j'essaye toujours. Il y a toujours des moments où je travaille seule, et donc discrètement, je fais ce que je veux. Hein. Je remets le contraste, et Amir fait partie de ces réalisateurs qui voient tout de suite que j'ai triché, et il faut enlever ce fameux contraste. Et par contre, sur ces extraits, surtout les interviews dans les bains, là il y avait un travail, et je me souviens qu'il y avait beaucoup de travail sur les yeux, parce que justement la caméra n'était pas très précise, et on a dû attirer le regard vers les yeux. Donc là, si tu peux un peu élaborer comment ce travail est fait, c'est très léger, mais finalement, inconsciemment, ça fonctionne. Donc on est, comme donc spectateur, on est attiré vers ce regard. Oui, je me souviens, enfin, j'ai réouvert le projet 2 ou 3 ans après, et alors c'est un bazar incommensurable. Je dois utiliser, je sais pas, genre 14 filtres différents, et donc je me souviens plus. Dans un premier temps, j'ai toujours du mal à remettre de l'ordre dans tous ces filtres, et je me rends compte qu'il y en a un qui fait une action, et puis en fait celui d'après enlève la première action. Et donc je suis très bordélique comme étalonneuse, et en fait quand j'ai épuré un peu tous ces caches en réouvrant le projet, je me suis rendu compte que j'avais déjà cette manière de travailler là qui est de voir la lumière naturelle, comment elle est, d'où elle vient, et juste de la souligner. Ok, s'il y a une fenêtre là, ça veut dire qu'il y a une attaque de lumière là, donc il y a une ombre en face, et je vais aller accentuer l'ombre en face. Et c'est vraiment l'idée de partir de la lumière naturelle pour essayer de la souligner. Je dirais même pas de l'accentuer, mais juste légèrement la souligner. Et je me souviens aussi qu'il y a ce monsieur dans son bain avec un pot de gel douche très voyant à l'avant-plan de l'image. Et là, on est un peu coincé parce qu'on est en documentaire. Alors oui, je peux passer du temps à l'enlever, mais on a 4 jours pour faire 1h20 de film, si je me souviens bien. Donc j'ai pas le temps de faire ça sur tous les plans. Je peux le mettre en noir et blanc, mais ça va être pire que mieux. Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il me reste comme possibilité à ce moment-là pour que ce ne soit pas lui qu'on regarde, mais la personne derrière qui est en train de parler? Et donc alors on joue sur la netteté, mais légèrement, juste pour essayer que ce soit un tout petit peu moins agréable à lire. Et donc que l'œil, naturellement, ne soit pas attiré par cette partie-là de l'image. Ça, voilà, je me souviens que c'est des choses sur lesquelles on a joué aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, moi c'était juste de faire un tout petit résumé du film en fait. Juste, voilà, un tout petit synopsis du film. Donc, tu nous résumes un tout petit peu le film. Voilà. Ah oui, c'est un film qui accompagne pendant 5 ans les aventures d'une ASBL ici à Bruxelles qui a comme but d'inaugurer un bâtiment qui servira au toucher public pour les gens les plus démunis de la ville. Donc c'est un long périple des 5 ans qui finalement aboutit à l'inauguration de ce bâtiment. Oui. Quand tu parles de correction colorimétrique, par exemple tu changes la balance de blanc,
Donc tu tires sur le signal au final, tu vas changer les couleurs. Est-ce que parfois ça t'arrive à des aberrations chromatiques dont tu veux pas du tout? La question, je répète la question au cas où vous ne l'auriez pas entendue tout en haut, mais est-ce qu'en corrigeant, on arrive à des aberrations chromatiques? La réponse est oui. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors moi je pense qu'on peut assumer des aberrations chromatiques à l'étalonnage, on peut même les générer. Maintenant, ça c'est vraiment quelque chose à débattre avec le réalisateur. Est-ce qu'il est prêt à ça? Moi je me souviens avoir étalonné un film où on avait un problème de raccord et il fallait de la surexposition. Il fallait une entrée de lumière pour que ça raccorde. Et donc dans cette correction, on a complètement brûlé l'image jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de détails dans cette image. Et à ce moment-là, je travaillais pour un studio, donc j'étais pas. Maintenant, je travaille seule. Et au moment de faire les sorties, ce studio m'a rappelé catastrophé en me disant mais on ne peut pas laisser partir une image comme ça, c'est complètement dans les choux, ça va pas faire sérieux. Et je dis mais si j'étais avec la chef-op et avec la réalisatrice, et on a voulu brûler les détails de l'image. Ouais. Donc moi je m'offre la possibilité de le faire. Et quelque part, je pense que même il y a certaines corrections pour lesquelles on vend son âme au diable, en fait. C'est-à-dire que on sait que on va donner quelque chose, mais l'image va nous reprendre quelque chose. Si on veut accentuer la saturation, entre le contraste et la saturation, par exemple, il y a vraiment une corrélation. Et donc, si on veut une image moins contrastée, eh ben, je vais perdre aussi de la saturation, donc je vais devoir aller en rechercher à un autre moment. Ou sur la netteté, oui, je peux corriger la netteté à l'étalonnage, ça peut s'aider, mais la contrepartie, c'est qu'il va y avoir une espèce de crénelage pas tout à fait naturel sur le visage. Et donc, c'est des transactions qu'on fait avec l'image, en fait. Vous avez tourné une caméra de 2012. Et tu dis, on a cherché à faire un étalonnage qui ne se voit pas. Est-ce que vous avez cherché à faire une image de 2017 ? Une image qui, donc, c'est-à-dire que ce type de caméra de 2012 donne une certaine colorimétrie, certaines lumières. Et je me demande si, culturellement, à un moment, on n'a pas notre œil. Donc en 2017, est-ce qu'on n'étalonne pas différemment ? Est-ce qu'on travaille pas cette image par rapport à des codes couleurs ou une esthétique, voilà, est-ce que vous avez essayé de gommer l'esthétique de cette caméra, tu vois, qui donnait certaines couleurs, enfin voilà, est-ce que ça a guidé votre travail, est-ce que ça a influencé votre travail, tu vois, la perception qu'on a de l'image au fur et à mesure du temps? Je ne sais pas si ma question est plus claire. Mais... Oui, la question pour moi elle est claire. Donc la question était est-ce qu'on a un étalonnage, puisqu'on a tourné avec une caméra 2012, même avant, on l'a acheté même avant. Est-ce qu'on a cherché à faire un étalonnage qui ressemble à un étalonnage de 2017? Donc, ou bien ce qu'on a cherché est un étalonnage on a essayé de garder cette texture de caméra de 2012. Et voilà. C'est vrai qu'il y a des modes, entre guillemets, et on voit les caméras évoluer. Enfin, moi, je me souviens de la période du 5D, quoi. On peut déjà dire ce bon vieux 5D, mais ce truc avec la profondeur de champ de 2 cm et c'est noir complètement bouché, voilà, il y a eu une phase, il y a eu une mode 5D, quoi. Après, pour Sous la douche le ciel, je pense que c'était une image intemporelle, en fait, une image la plus discrète possible, si je me souviens bien. Oui, mais je trouve que quand même il y a quelque chose dans la texture d'image qui est différent. Et ça, je crois qu'on ne peut pas y toucher à l'étalonnage. C'est quelque chose qui est dans la matière de l'image et dans la netteté, dans la définition même de ce pixel. Donc ça, on ne peut pas y toucher. On peut toucher aux couleurs, on peut toucher à certaines choses et on peut cacher, mais finalement, ça reste
ça reste une matière. Et cette matière, on peut pas la transformer, Non. même en étalonnage. Non, l'image résiste, en fait. Il y a une résistance. Et moi, je trouve ça passionnant à l'étalonnage. C'est plus une image résiste et plus on travaille avec elle et pas contre elle, en fait. Et donc, oui, elle nous dit quelque chose, elle nous impose quelque chose. Et il faut être dans le respect de ça et voir à partir de ça où est-ce que je peux l'amener, mais pas lutter contre elle. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de projets, moi, qui m'arrivent, tourner à l'iPhone, tourner en pellicule, enfin tourner sur des multi-supports. Et pourquoi pas me spécialiser là-dedans? J'aime vraiment cette idée d'images fragiles qui vont me contraindre, en fait, au moment de l'étalonnage. Moi, j'ai une question par rapport à... aussi, c'est lié à l'évolution technologique. Et aujourd'hui, tu reçois, j'imagine, des fichiers qui sont en loot où on nous dit tout est possible. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de couleurs sur l'image d'origine, et puis on peut aller faire et définir chaque couleur dans l'image, qui est finalement comme une sorte de... Et on revient sur la peinture. Là, tu fais un travail de peinture sur les images, parce que tout est possible. Oui. C'est comme des noirs et blancs, Oui. sur lesquels tu vois... Bon, il y a quand même des informations de couleurs, mais effectivement, c'est beaucoup plus léger. Donc, j'ai plus de possibilités, donc j'ai besoin de plus de temps. Et très honnêtement, ça m'intéresse pas tellement plus. Voilà, c'est ça ma question. Ma question est où tu te trouves mieux, où te réjouis plus. Et travailler avec des images qui sont déjà colorées, où il faut aller essayer de faire en sorte de changer, de modifier ce qui existe, donc de se retrouver avec une réalité d'image, ou bien avec quelque chose qui est ouvert et qui Voilà, après, moi, c'est très personnel. J'aime bien ces images qui sont déjà, pour une grande part, là. En fait, elles sont là. Et il ne faut pas aller totalement les révéler. Mais bon, ça dépend de la collaboration avec le chef opérateur aussi, parce que effectivement, du coup, on peut amener les images assez loin, et on va en voir des extraits, en fait, d'un film où on a... vraiment voulu déréaliser l'image, et là j'ai besoin de travailler, alors personnellement, mais avec quelqu'un qui me fait vraiment confiance, et avec une personne avec qui on peut essayer des choses, quitte à se planter complètement, puisque tout est possible. Il va falloir avancer en tâtonnant, et peut-être on peut mettre cet extrait là. Donc ça, c'était un tournage un peu particulier, puisqu'il était tourné en partie en Blackmagic et en partie avec un appareil photo.
les images ici sont plutôt celles tournées en Blackmagic, on en verra d'autres après, c'est-à-dire ces images tournées en log un petit peu grises. Et là, il y avait une demande de la part de la réalisatrice dès le départ d'aller vers une image qui ne serait pas réelle, qui serait différente. Donc de travailler avec des couleurs qui nous plaisaient nous et qui donnaient cette sensation de déréalisation de l'image. Et voilà, on a travaillé beaucoup sur les bleus, sur les noirs, et sur une sorte de désaturation de la végétation. Et comment est venue l'idée de bleu? Et qu'est-ce que ça signifie? Nicolas aussi. C'est un peu des goûts personnels aussi. Après, il y a aussi le fait que le film se passe en Polynésie, donc c'est une île qui est entourée d'eau. Le film s'appelle Maui Nui, au cœur de l'océan, mon pays. Donc le bleu, c'est assez vite imposé il était là naturellement. Nous, ce qu'on a fait, c'est l'ajouter dans les noirs, par exemple, et donc on a des noirs très très contrastés pour le coup, parce que ça correspondait aussi à une réalité très dure sur place. Et cette désaturation de la végétation aussi, c'était pour justement, on n'est pas dans la carte postale avec ce film, on voulait s'éloigner de ça. Et je pense qu'un des plus beaux retours que j'ai eu sur l'étalonnage de ce film, c'est quand il a été présenté à Flagey, il y a une dame qui est venue me voir après la projection, et elle m'a dit je suis polynésienne, et quand j'ai commencé à regarder le film, j'ai détesté ce que vous avez fait. Ce n'est pas mon pays. Et elle dit, mais après, j'ai compris. Et ça a été pour moi, je pense, un des plus beaux retours, parce que cette dame n'était pas du tout dans le cinéma, ne connaissait pas les images de base, et elle avait senti qu'il y avait une direction, qu'il y avait eu une volonté à l'étalonnage, qu'il y avait eu du sens, qui était effectivement de ne pas aller vers la carte postale. Alors ça reste très beau, mais c'est irréel. Et bon, voilà, il y a plusieurs parties aussi dans le film. Tout n'est pas comme les images qu'on vient de voir. Mais ici, je trouve que c'est plus que beau, ça rajoute justement, ça rajoute une grille des lectures pour le film. Ça rajoute une couche de compréhension. Et bon, comme la dame a dit, au début, ça pose des questions. Ça pose des questions au fur et à mesure. Avec les films, c'est quelque chose qui est révélant par rapport à la situation. Mais, voilà, ça n'aurait pas été possible si ça n'avait pas été avec quelqu'un qui me faisait vraiment confiance et avec qui on a pu essayer. Je pense que pendant une semaine, on a essayé des choses. On a essayé de se comprendre. Annick, la réalisatrice, venait avec des livres et des images et elle me disait plutôt aller par là, plutôt aller par là. Enfin, voilà, on était à tâtons et malheureusement, j'ai pas toujours l'occasion d'essayer et de me planter. Voilà, parce qu'il y a eu des moments où c'était affreux, on s'est planté. Mais il y a aussi le risque de tomber dans je dirais, les clichés hollywoodiennes, parce que Hollywood, c'est toujours un peu bleu et les personnages orange. Et les personnages orange, voilà. Donc là, je trouve que le choix de bleu, c'est un défi. Oui, mais on a eu du temps. On a pu travailler en été sur le film, un peu au début et un peu à la fin de l'été. Et donc le temps qui passe, ça permet de revoir les images avec un regard frais, et donc de ne pas se laisser emporter aussi dans une direction. Parce que quand on est aussi loin de l'image d'origine, en fait, on dérive lentement avec le film. Et parfois, on arrive au bout et en fait, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait commencé. Il y a eu une lente dérive. Et ça, pour moi, voilà, il y a les outils de contrôle, mais c'est surtout le temps, le fait d'avoir le temps, qui change tout. Et justement, je rebondis sur la question du temps. Parce que ça me semble être aussi un enjeu important de l'étalonnage. Comment on peut changer encore le temps avec les couleurs. Et ça, c'est l'extrait suivant que je voulais présenter. C'était une demande un peu particulière parce que il fallait
insérer des flashbacks dans la séquence. Alors, qui dit flashback dit noir et blanc. Sauf que c'était pas possible que ce soit du noir et blanc pour une question de récit. Parce que si on dit noir et blanc, c'est comme si on basculait alors dans une époque dans les années 40, ou ça induirait en long laps de temps. C'était pas la demande du réalisateur. Le réalisateur voulait mélanger une séquence avec des flashs d'images qui reviennent au personnage qui est filmé. Le synopsis du film en 2 mots, c'est un ouvrier qui a perdu son travail et il est hanté en quelque sorte, ou habité plutôt que hanté par les images de son travail passé dans cette usine. Et il est particulièrement habité par ces images quand simplement il retravaille le métal comme il avait l'habitude de le faire. Et donc on voulait dans cette séquence, dans ce film d'ailleurs, mélanger des effets pour qu'on comprenne qu'une partie de ces images appartiennent au passé de ce personnage, mais en passé frais, en passé récent. Donc un passé de moins de 10 ans, donc pas du noir et blanc. Donc comment créer en fait une faille spatio-temporelle pour que pour le spectateur, dès la première image, ce soit lisible qu'on n'est plus dans la même temporalité. Et ça, c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans les séries télé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé 13 Reasons Why, 13 raisons. 13 raisons. 13 ouais. raisons. Et dans cette série télé, qui est basée sur des flashbacks à répétition, en fait, rien qu'à la colorimétrie des épisodes, on sait si on est dans le présent ou dans le passé. C'est très connoté. Et donc l'étalonnage va servir à nous donner une indication claire et rapide. Et donc voilà, dans la séquence qu'on va vous montrer, j'ai essayé de vous montrer l'image telle qu'elle était avant étalonnage, et puis l'étalonnage qui glisse sur cette image. Et donc comme étalonnage, le réalisateur voulait du doré. En toute simplicité. Et donc c'est pas évident de faire du doré sur des images qui datent en fait de 2010, qui sont pas noir et blanc, qui ne sont pas sépia, qui sont filmés avec une EX3, c'est une caméra assez classique dans le documentaire, pas très chère, mais très voilà, qui a eu la mode EX3 après le 5.2 et avant la FS5. Et donc voilà, le défi de base, c'était ces images-là, comment les mettre dorées en quelque sorte. Et puis comme ça suffisait pas, c'était pas, pour moi c'était pas suffisant. D'où vient ce doré tout d'un coup? On a aussi retravaillé le cadre, on a recadré l'image. Et ça je trouve ça fabuleux parce qu'à l'étalonnage on peut vraiment recadrer, on peut mettre des barres, tout est permis pour moi sur la dimension de l'image. Mais comme je voulais vraiment aussi travailler une notion du passé, et que les souvenirs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films, mais les souvenirs c'est un peu flou, c'est pas aussi clair que ce qu'on pense. Je voulais que l'image soit un petit peu trouble sur les côtés, en fait. Voilà, comme ces souvenirs qui émergent, qui apparaissent un instant et puis qui redisparaissent. Donc ça, c'était les intentions de l'étalonnage de base. Et donc comment est-ce que ça se traduit à l'image? C'est beaucoup de mots en fait pour quelque chose d'assez simple à l'image. Restructuration. Mes rêves. Fermeture. C'est de se retrouver dehors. De ne plus pouvoir retourner dans cet endroit qui disparaît avec nous. Ce pays, on était seul à connaître.
L'histoire se répète. Et Jean-Christophe, moi et tous les autres, nous faisons partie de l'histoire. Les portes verrouillées de l'usine n'ont pas sonné la fin de cette histoire. Je le sais. Mais que nous reste-t-il aujourd'hui? Des souvenirs seulement? Comment tu as travaillé le bord du cadre? Parce que là, je vois qu'il y a quelque chose qui me plaît, qui me fait réfléchir au cadre même. Si le cadre même, c'est quelque chose, si le cadre est défini, est-ce qu'on est sur quelque chose qui me semble concret, et du coup, si le bord est un peu flou, ou un peu est moins défini, on est sur quelque chose inconsciemment qui flotte. Qui flotte, ouais. Bah, ça me fait plaisir que tu dises le mot de flottement. Moi, ma grande question, c'est, je trouve qu'à l'étalonnage, on a plein d'envies, on intellectualise. Moi, personnellement, j'intellectualise beaucoup, je lis beaucoup, j'ai plein de références, mais après, il y a le réel, et il y a comment ne pas être écœurant. Je pense que le risque aussi, pour moi, tout le temps, c'est d'être écœurant quand je travaille une image, et donc que ce soit trop fort. Et donc, l'idée ici de flouter les bords de l'image, en fait, encore une fois, j'avais du temps sur ce film-là et je ne comptais pas mon temps sur ce film-là, mais j'ai superposé en fait les 2 fois le même plan. J'en ai celui du dessus, je l'ai totalement désaturé et je lui ai ajouté une distorsion d'optique comme sur une vieille caméra, très très vieille, très très fort. Et puis je l'ai mis en transparence avec seulement les bords qui apparaissent sur l'image du dessous. Donc c'est vraiment toute une question de superposition et pour que ce soit plus léger en fait. J'aurais pu le faire en une fois sur un seul plan, mais alors ça me paraissait trop fort et j'aimais beaucoup cette idée de jouer sur une distorsion d'optique, mais que sur le bord des images. Mais là, c'est pareil, ça demande beaucoup de temps, ça demande de la confiance de la part du réalisateur. La particularité de ce film, c'est que c'est moi qui l'ai tourné, mais pas les images d'archives, justement, pas les images anciennes sur lesquelles on a fait cet étalonnage, mais les autres, quand on le voit dans le présent en train de travailler. Et ça, c'est particulier pour moi, puisque je suis cadreuse à la base, mais autant j'aime les images que je reçois si ce ne sont pas les miennes. Quand c'est les miennes, c'est juste une horreur. Je n'ai pas cette empathie que je peux avoir sur les images de quelqu'un d'autre. Je suis beaucoup plus critique et j'ai beaucoup plus de mal finalement à me les réapproprier avec tendresse, parce que je pense qu'il faut beaucoup de tendresse pour l'étalonnage en fait. Est-ce qu'il y a aussi une tentative de travailler sur sur la matière de l'image et l'image d'archive, on peut dire, et donc de créer une sorte d'une autre manière, même technologiquement, donc, parce que la technologie aussi, ça nous donne un peu d'ancrage dans les temps. Oui, mais ça c'est une question qui me traverse effectivement. Il y a cette histoire de mode des caméras, mais il y a aussi la fascination pour la pellicule. Ah oui, mais du temps de la pellicule, et je comprends, mais je ne partage pas, parce que moi j'ai pas connu la pellicule. Donc j'ai pas de nostalgie par rapport à une image qui aurait été noble, et une image qui aujourd'hui ne le serait plus. Pour moi, une image est une image. Et j'ajoute du grain régulièrement quand j'ai du temps, et en post-production, on peut ajouter du grain, soit directement dans le logiciel, soit avec de la pellicule scannée qu'on superpose à l'image. Mais j'ajoute jamais du grain pour faire pellicule. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait faire pellicule. Mais par contre, j'aime bien l'idée d'essayer que l'image soit intemporelle, c'est-à-dire ce n'est pas de la pellicule, c'est pas de la X3, on ne sait pas trop, c'est quelque chose entre. Alors le grain, donc, qu'est-ce que ça rajoute finalement pour toi? Alors ça dépend vraiment des films. Il y a des chefs opérateurs, le grain c'est vraiment une question touchy, c'est-à-dire il y a des chefs opérateurs qui ne jurent que par l'ajout de grain. Tant qu'on n'a pas ajouté du grain, ils ne regardent pas l'image. Alors il y a des réalisateurs qui veulent en grain désaturé, il y a des réalisateurs qui veulent en grain que dans les parties blanches de l'image pour rajouter de la matière. Et donc
voilà, ça c'est... On peut discuter des heures de où on place le grain. Moi, je l'ajoute parfois simplement pour uniformiser des séquences. Quand il y a plusieurs caméras, en fait, ce grain, il va légèrement brouiller les contours. Ouais. Et pour mon film, qu'on verra après, j'ai mis là une pellicule scannée au-dessus de l'image, et mon idée était à ce moment-là de... Pour moi, le grain, c'était brouiller l'image, encore une fois, parce que ce sont des images mentales, des souvenirs. Comment déréaliser un peu cette image, comment la rendre plus évanescente, on peut dire ça, moins définie, plus brumeuse. Voilà. Et alors peut-être il y a un extrait qui s'appelle Grain, du coup pour ce film que j'avais cadré moi et qui en plus était le mien, j'ai vraiment pris du temps à choisir le grain que je voulais, parce qu'on peut mettre du grain 8, du grain 16, du grain 35, c'est assez infini. Et moi, pareil, je ne le voulais pas partout sur l'image. Je le voulais surtout sur les bords, parce qu'encore une fois, ce qui était important pour moi, c'était de resserrer un peu cette image comme une pensée brumeuse. Voilà. Et il a ouvert la porte. Je me suis précipitée dans la chambre. Je suis en train de penser, et plus qu'on avance technologiquement, plus que toi, tant que monteuse, et tu as plus d'influence sur l'image du film. Parce qu'au moment du tournage, il y a moins de décisions. Donc tout reste ouvert, y compris les cadres, parce que dans quelques années, il y aura, je ne sais pas, 4, 8, 16 cas. Donc c'est à toi à recadrer, c'est à toi à retrouver les couleurs, et c'est à toi à remettre les grains pour refaire vibrer les images. Donc il y a un processus qui est complètement, pas régressif, mais qui bascule tout le processus des prises de décision à la post-production et pas à la production. C'est un métier du futur. C'est un métier du futur. Oui, c'est vrai. Après, je pense que ça dépend d'un film à l'autre, puisque maintenant, moi je suis très ciblée sur le documentaire et donc sur les contraintes du documentaire. Je pense que en fiction, ça se passe pas vraiment de la même manière. Il y a une personne qui est là dès le tournage pour régler ses couleurs. Et je m'étais un peu renseignée sur la série The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, parce que je trouvais que l'étalonnage était très remarquable, se voyait beaucoup. Et en fait, en lisant une interview de l'étalonneur, il disait qu'il y travaillait seulement 3 jours. 3 jours pour un épisode d'1 heure. Donc c'est encore moins que ce que moi j'ai pour un documentaire sans argent, quoi. Et il disait que en fait les décisions elles étaient prises dès le départ, que ce soit dans la décoration, dans les costumes, dans le maquillage et dans la lumière du chef opérateur, et dans cette fameuse personne qui règle aussi les moniteurs et les couleurs au moment du tournage. Donc voilà, il y a des moments, parfois c'est anticipé, c'est vraiment dans le documentaire
que ça peut l'être moins. Enfin, mais ça peut être anticipé aussi, hein, ça dépend vraiment d'un film à l'autre. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a en tout cas il y a une sérénité au moment de l'étalonnage qu'il n'y a peut-être pas au moment du tournage, parce qu'au moment du tournage on est en prise avec le réel et qu'au moment de l'étalonnage on est en prise avec des images. Alors peut-être que c'est simplement moi qui suis plus à l'aise avec les images qu'avec le réel, mais j'ai l'impression en général qu'au moment de l'étalonnage, une fois que c'est fini, le réalisateur est content. Il trouve ça mieux qu'avant l'étalonnage. Et il y a une espèce de guérison qu'il n'y a pas forcément au tournage, parce que le tournage c'est souvent des deuils successifs de la météo, du personnage qui a fait fond bond, de la batterie qui est tombée à plat au mauvais moment. Et voilà, moi je trouve que quand on arrive au moment de la post-production et qu'on est dans un petit studio tout noir, tout chaud, avec le film qui est presque fini, oui, il y a un côté guérison. Voilà. Il n'y a pas un côté post-mortem? Non, ça je le laisse pour le mix. Le maquillage avant l'enterrement. Que tout sort, que tout... finalement, on a une image qui serait restée de notre mémoire, mais une image... Mais elle va renaître, elle va renaître. Donc oui, c'est la résurrection. Et peut-être justement à propos de résurrection, de soins, c'est vrai que parfois, avant de faire de l'étalonnage, il y a une espèce de réanimation de l'image, on est un peu en soins palliatifs, il faut faire quelque chose, et c'est absolument pas dû à une incompétence de qui que ce soit, mais simplement il y a des lieux plus difficiles que d'autres dans lesquels il faut tourner, et là je vais parler du film de Kita, qui s'appelle Plein Public, et qui est tourné dans une piscine. Et c'est l'enfer en fait, une piscine. C'est l'enfer. C'est l'enfer pour le son et c'est l'enfer pour l'image. Parce que c'est éclairé plus ou moins au néon. Les gens sont en maillot, ils ont tourné très tôt le matin, ils ont tourné sur de longues périodes, ils ont tourné à plusieurs caméras, ils ont tourné à plusieurs chefs opérateurs. Donc voilà, parfois on reçoit des films qui sont de l'ordre du patchwork et qu'il va falloir réunifier. Et c'était le cas pour le film de Kita. Donc on peut peut-être lancer alors Soigner une image. Oui, encore une petite citation de 1935. Voilà. À la sortie du premier film en couleur, en Technicolor. Là, on avait 4 jours d'étalonnage pour un film qui fait un peu moins d'1 heure. Et ça me fait toujours drôle de revoir comme ça les avant-après de l'étalonnage, parce que il y a ce problème de vue, en quelque sorte. Le problème de l'étalonnage, c'est de travailler avec des yeux qui sont tellement pas fiables. Et
En fait, comme l'image de base était assez verte à cause des néons, en fait, quand on enlève ce vert, il y a d'office la sensation que l'image est trop rose. Et ça, c'est simplement l'œil qui compense. Et c'est heureusement qu'il y a les outils en fait, de contrôle, les histogrammes, les vectorscopes, etc. Parce que sinon, notre œil n'est absolument pas fiable. C'est une vraie plaie en fait. On est tout le temps trompé par ces yeux. Alors justement, pour unifier toutes ces images, comment ça a été, ça a été fait, quel était le défi, et comment ça a été résolu? Alors ce qui est fou, c'est qu'en fait, je ne suis jamais allée dans cette piscine encore, qui est la piscine des Marolles, donc je ne sais pas très exactement à quoi elle ressemble. Mais en avançant à tâtons sur ce fameux premier plan, en fait, Kita, la réalisatrice, elle me guide avec des mots sur le souvenir qu'elle a de cette piscine et sur comment elle voudrait qu'elle soit rendue. Donc vous êtes devant l'écran, oui. Et toi tu es en train de modifier les couleurs, et là tu dis ok, c'est ça. Oui, et c'était souvent la question des carrelages qui revenait. Les carrelages, ils n'ont pas cette couleur-là, elle me disait, ils sont pas comme ça. Et donc il fallait chercher la couleur du carrelage. Et puis il y avait un défi supplémentaire qui est que dans cette piscine, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, il y a plusieurs bassins. Enfin, il y a la petite profondeur et la grande profondeur, quoi, en quelque sorte. Et donc l'eau n'a pas la même couleur. Bah oui, puisque la profondeur est différente. Donc il faut à l'étalonnage aussi qu'on comprenne dans quel bassin on est. Et ça c'est important à l'étalonnage, comme tu disais, guider le regard, mais aussi finalement donner des informations qui sont immédiatement perceptibles sans qu'on ait besoin de se les formuler en fait. Et la couleur, elle a cette puissance-là en fait. Si on regarde la météo, si on regarde la couleur du ciel, quelque part on sait très vite et instinctivement quel temps il va faire. Et c'est pareil pour un fruit, pour savoir si le fruit est mûr ou pas mûr, à la couleur on va instinctivement, simplement en regard, on va savoir. Et je pense que dans les films, ça joue de la même manière en fait. Et par contre, c'est forcément très différent du coup d'une culture à l'autre. Donc voilà, moi je parle en tant que Belge, par exemple. Et ça, c'est un mot qui revient souvent, belge. Il fait un temps belge. Le ciel est gris, neutre, en gris neutre. Et, il y a une lumière qui est belge. Et moi, j'ai le souvenir d'Israël, par exemple. Il y a une autre lumière, justement, on a travaillé sur un film il y a déjà 6 ans, oui, et 2 fois le même fleuve. Et là, il fallait, c'était un des défis de ce film, était de garder la couleur, la lumière, et qui s'y trouve. Je me souviens que là, il y avait juste parce que toi, tu n'avais pas une idée de quoi il s'agit, et nous, on voulait garder cette ciel laiteux, qui n'a pas de couleur, parce qu'en Israël, en été, le ciel n'a pas de couleur. Il n'est pas bleu. Oui, jamais bleu. Et mais c'est très intéressant parce que le réalisateur, le chef, il a la mémoire du moment de tournage, la mémoire de ces lieux, et toi, tu as tes yeux et les écrans, mais c'est deux choses qui sont peu fiables, la mémoire et les yeux, mais entre les deux, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui dépasse justement les techniques et les chiffres, qui est de l'ordre qui travaille inconsciemment sur le spectateur. Et c'est ça que je trouve, c'est ça le niveau, c'est ça qu'il faut trouver avec chaque film. Où est cette notion colorimétrique qui va accompagner le film, cet réglage colorimétrique. Un des films les plus difficiles sur lesquels j'ai travaillé, c'était un film sur la peintre Berthe Morisot. Parce que voilà, ces tableaux avaient été filmés, et donc là il y avait quand même aussi une exigence à un moment donné de respect de l'œuvre de la peintre. Et ces tableaux, je ne pouvais pas aller les voir parce qu'ils étaient à Madrid, ils étaient en France, j'avais pas l'occasion de voyager.
La réalisatrice est venue avec des livres d'art et des reproductions de ces tableaux, mais différents livres. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que selon chaque livre, les reproductions étaient totalement différentes. Et donc on a joué entre les livres, les différents livres et le souvenir. Non, c'était pas aussi contrasté le tableau de Bertrand Iso, il faut en enlever un peu. Et donc voilà, là c'était de la dentelle, effectivement, et on va vers une image qui correspond plus au souvenir du réalisateur qu'en quelconque réel, en fait. Un souvenir ou un désir du réalisateur qu'au réel. Et d'où l'importance de trouver les mots pour s'entendre, en fait. Et parfois, il y a des malentendus, mais on s'invente en vocabulaire commun aussi. Moi, je parle souvent pour la peau de couleur porcinée, parce que je pense que ça dit assez vite. C'est trop rose. Une peau porcinée, j'aime pas. Je parle aussi parfois de glauque, une image glauque. Et donc on va déglauquiser une image. Voilà, j'arrive au prochain extrait. C'est très court. C'est un petit peu moins glauque. En fait, c'est une image tournée dans une maison de repos, d'un film dont on vient de terminer l'étalonnage, qui s'appelle Antoinette, j'ai un doute sur le numéro, mais genre 51 rue du Phénix. Et Antoinette visite pour la première fois la chambre d'une maison de repos dans laquelle elle a décidé de se rendre. Or, il se trouve que quand on fait un choix à 80 ans passés d'aller en maison de repos, on se doute vraisemblablement qu'on n'en sortira pas. Donc je pense que c'est une étape très importante dans la vie. Et donc cette visite de cette chambre est filmée. Et là, la réalisatrice me dit, écoute, c'est pas la peine d'en rajouter, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'étalonnage pour... ce lieu, il est vieillot, sa salle de bain est sans fenêtre, mais on va respecter ça, mais on va pas en rajouter. En plus, vert, c'est un peu rude. Donc voilà, on change un tout petit peu le vert, et puis on enlève un tout petit peu le bruit lié à la caméra. Les images ne sont pas en ralenti. On a l'impression qu'ils sont en ralenti. Non. C'est le petit export ici. Et vous avez rajouté des couleurs aussi, parce qu'il y a quelque chose qui sort plus. En fait, on transforme le vert en brun. On réchauffe un petit peu, simplement. Donc ça, c'est une des possibilités dans Da Vinci, c'est de prendre une couleur et toutes les teintes associées à cette couleur et de les transformer légèrement. Donc je pense que j'ai dû rééclairer un tout petit peu, mais bon, pas trop, parce qu'on voulait quand même pas non plus... cette salle de bain, est-ce qu'elle est elle est triste, mais on voulait pas en rajouter, en fait. Voilà, c'était ça. Et donc enlever un petit peu de glauque. Et ça me fait penser à un autre film sur lequel j'ai travaillé et sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, en fait, à m'approprier l'image, mais où les intentions du réalisateur étaient très claires dès le départ, dès le premier plan. C'était une image lumineuse, de la lumière, beaucoup de lumière. C'est tourné à Marseille, on veut retrouver la lumière marseillaise. Sauf que c'est tourné aussi dans une maison médicale, un asile même. Et donc, comment faire
arriver la lumière dans ce lieu, sachant que effectivement par nature, moi j'aime les images plus intimes, moins éclairées, oui, un peu sombres, où je vais venir ajouter des parts d'ombre partout dans l'image. Et là, c'était tout sauf ça. Et là, il y avait le réalisateur et son chef opérateur. Donc il a fallu, à 6 yeux, arriver à se mettre d'accord sur une image lumineuse, chaleureuse, un peu jaune. Donc on va voir un extrait de Mitra. Au niveau de fonctionnement, de terminologie, est-ce que dire « je souhaite avoir une image lumineuse », pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends quelque chose de ça? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que pour moi, c'était... bon, si on me dit une image lumineuse, c'est plus de lumière. Si on me dit plus de lumière, quelque part, c'est tiré sur le signal de haute lumière. Voilà. Et donc, moi, quand je n'aime pas quelque chose, je le fais, mais un tout petit peu, pour voir à quel moment le réalisateur va changer d'avis. Donc je mets beaucoup de mauvaise volonté à aller dans la direction que me demande le réalisateur. Et là, j'allais par palier, et le réalisateur sans cesse me disait plus lumineux, plus lumineux. Et donc là, j'avance encore les arguments de très mauvaise foi en disant mais on va brûler le signal, alors que je sais très bien que, en fait, je m'en fiche, mais j'essaye de lui dire qu'on va dégrader son image. Mais il était comme ça sur le contraste, il était déterminé, il savait qu'il voulait une image plus lumineuse. Et donc, alors, j'ai dû faire l'inverse, en fait, de ce que je fais d'habitude, où habituellement je viens retirer de la lumière. Là, j'ai été en ajouter, mais en fait en ajouter par touche, parce que son chef-op, lui, n'était pas non plus tout à fait d'accord qu'on brûle le signal. Donc, comment faire pour ajouter de la lumière par zone, en préservant les zones les plus éclairées pour ne pas qu'elles partent en fait dans un blanc totalement neigeux. Donc voilà, on a fait l'inverse de... Ça a été très douloureux, hein. Ça a été vraiment long pour que moi j'accepte en fait que c'est pas la direction dans laquelle j'aurais voulu aller. Je pense que j'ai mis la moitié du temps de travail à rentrer dans le film, parce que qui disait lumineux disait aussi jaune, et j'avais vraiment un problème avec cette couleur. C'est des affinités, c'est comme ça, voilà, j'aimais pas le jaune. Et j'ai mis plusieurs jours à accepter que c'était la couleur du film, en fait, et que la lumière, c'était important. Et une fois que ça y est, une fois qu'on dépasse en fait ces a priori et ces goûts personnels et qu'on travaille avec l'image, eh ben ça décolle en fait, on va beaucoup plus vite. Il faut adhérer à la proposition du réalisateur. Oui, il était persuasif. Difficile à décrire. Ah ouais, c'est le pied, quoi. Ah, on ne veut plus redescendre. Hein. Mais aussi, on est aussi un peu seul, quoi. On a incompris du monde. Mais après, quand même, le manque de sommeil et vous mettez votre vie en jeu, quoi. Vous prenez tellement de risques.
mais comme la majorité des Européens, je n'aime pas le jaune. Je suis un pur produit de ma culture. En fait, il me paraît que si on demande dans la salle quelle est la couleur préférée des gens, une personne sur 3 répondra le bleu, à peu près. Et donc voilà, en Europe, le bleu est une couleur excessivement appréciée, une couleur qu'on retrouve du coup dans plein d'institutions, en fait, qui est très réutilisée, hein, comme l'institution européenne, la police, Facebook, tout ça c'est bleu. Et en fait, c'est historique sur comment le bleu est devenu une couleur noble à travers l'histoire. Et le jaune est devenu un peu la couleur de la trahison. Et en fait, quelque part, je pense qu'inconsciemment, on est nourri de ça jusqu'au fait que moi je me rendais pas compte que effectivement je n'aimais pas le jaune et j'aimais le bleu. Mais j'ai changé. Hein. Je pense que en fait c'est absurde d'aimer ou de ne pas aimer une couleur parce que c'est toujours une couleur dans un contexte en fait. Ouais. Ça me fait penser, du coup, ton regard a évolué, a changé. Du coup, justement, est-ce que tu sens que par rapport à tes goûts de couleur entre il y a 10 ans, quand tu as commencé, et maintenant, tu sens, donc il y a les modes, je pense, des images, comme tu disais, et il y a les modes, peut-être que toi, à un moment, tu es influencé par des couleurs. Voilà. Est-ce que ça joue dans ton travail, ça ? Alors, je répète la question, c'est est-ce qu'il y a une évolution du regard ? Est-ce que le regard est influencé au travers des années sur les couleurs? Et donc oui, clairement. Moi, je ne regarde plus les choses de la même manière. Je ne regarde plus les couleurs de la même manière qu'avant. Et moi, la sensation, même plus la conviction que j'ai aussi, c'est qu'on est habité par les films sur lesquels on travaille. Et quelque part, c'est comme des fantômes qui se chassent les uns les autres. Et j'ai l'impression, quand j'entame un nouveau film, qu'il y a toujours une espèce de rémanence de celui juste avant. Et il se trouve que j'ai étalonné Mitra, où il y a eu cette image difficile à trouver, ce ton lumineux. Et puis juste après, j'ai étalonné un autre film qui s'appelait Charleroi, et qui lui est une image beaucoup vers laquelle je peux aller plus spontanément, qui est une image très sombre, très très désaturée. Et c'était drôle parce que quand j'ai entamé néanmoins le travail sur Charleroi, sur le premier plan, j'ai mis du jaune, beaucoup en fait. Et ça, je m'y attendais pas. Voilà, c'est quelque chose qui... c'était la rémanence du film d'avant qui s'étirait dans ce film-ci. Moi, personnellement les jaunes, je me sens quasi obligé d'opposer les jaunes. Parce qu'il y a surtout dans les caméras des Sony, il y a une sorte de cliché que les images plus jaunes, plus chaleureuses, et là ça devient plus jaune, plus acceptable. Et ils mettent dans ces caméras, ils rajoutent du coup, par défaut, ils rajoutent des jaunes. Donc les images sont, par défaut, la plupart des images qu'on voit sont un peu plus jaunes que ma mémoire à moi de ce moment-là. Quasi naturellement, j'ai une envie de retirer les jaunes. Oui. Mais ça me fait penser, c'est vrai qu'un autre mot que j'utilise énormément quand je travaille, c'est le mot jaunasse. C'est jaunasse. Et c'est toujours avec un peu un truc de dégoût. C'est une manière de flatter la réalité. Ouais. Mais sur Mitra, c'était différent. C'était chercher un jaune solaire, en fait. Parce que voilà, le jaune, c'est aussi effectivement la couleur du soleil. Mais là, c'était aussi par rapport à la mémoire, donc une tentative de recréer et le soleil massé. Ouais, en paradis perdu.
qu'il y a d'autres questions? Moi, je me demandais, quand on crée un étalonnage, sur tout le projet, il y a des filtres, et donc on les applique à tous les plans, ou en fonction des plans, si ton bruit bleu. Alors, comment se passe un étalonnage si on applique plan par plan, ou séquence par séquence, ou sur tout le film? Moi, je travaille dans un logiciel qui s'appelle Resolve, DaVinci Resolve. Il y a différents logiciels. Il y a toujours eu différents logiciels. Alors, je peux juste parler de comment dans DaVinci ça fonctionne. Et effectivement, tu peux mettre des filtres, soit plan par plan, soit sur l'entièreté du film, sur toute une séquence. Voilà, on trouve tous, ça fonctionne effectivement par filtre, et on trouve tous un peu sa méthodologie de rangement des filtres, en sachant que plus tu es ordonné, plus tu es efficace. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais voilà, les logiciels, pour moi, c'est vraiment juste une interface avec l'image, parce que quand j'ai commencé mes tout premiers étalonnages, je les faisais dans Final Cut 7. Pour ceux qui ont connu Final Cut 7. Et alors, il y avait juste 3 roues chromatiques. Et voilà, je me débrouillais avec ça, et ça m'allait très bien. Et après, on est passé dans Color. Enfin, je suis passée dans Color, qui était l'application qui suivait, qui faisait partie de la suite Final Cut. Et en fait, j'ai mis des mois, j'oserais pas dire, mais peut-être même des années à passer à DaVinci, parce que le fait de changer d'interface, ça me paniquait complètement. C'est les images qui doivent guider, et après, tout le reste, ce ne sont que des outils qui sont à notre disposition pour arriver là où on veut aller avec l'image. Mais voilà, il est possible, là, il y a des formats de caméra aujourd'hui, des formats RAW, justement, qui font que Resolve ne les prend pas en charge. Parce qu'il y a forcément, en plus, il y a une lutte entre les logiciels. Et donc, il y a un projet qui arrive normalement à la fin de l'année, que je ne pourrais pas étalonner dans Resolve, et donc je vais devoir passer sur un autre logiciel qui s'appelle Scratch, que je ne connais pas du tout, et que du coup j'espère bien apprendre pour l'occasion. Et donc c'est à chaque fois reperdre un peu ses repères et se sentir... c'est un peu angoissant, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de ça, en fait. Et c'est vrai que dans les écoles, on travaille avec Lumetri, qui est la suite de Première, et je pense que si vous connaissez bien cette suite-là, et que vous avez votre regard sur une image, vous arriverez là où vous voulez emmener l'image. Et ça me fait penser à un autre extrait que je voudrais montrer, justement, où l'effet évolue dans le plan, parce que c'est pas le tout d'appliquer en effet, il faut aussi être capable de le faire parfois évoluer. Et donc ça peut prendre plein de formes différentes, hein, simplement suivre un personnage parce qu'on rééclaire son visage, et que donc il faut faire un tracking de son visage en fonction de ses déplacements, ou bien on veut éteindre une lumière, et donc il y a un moment où il faut faire une rupture et éteindre la lumière. Et ici, l'extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait du même film Après l'usine, où on a tenté le doré et le recadrage. Parce que, et ça, c'est une idée qui est arrivée vraiment, c'est une idée que l'étalonnage a apportée. C'est que toutes ces images dorées et recadrées sont de l'ordre du passé. Mais ce passé, à un moment donné, il fallait le réactualiser, le faire revenir au présent. Et donc, depuis presque, je peux me tromper, hein, mais depuis presque l'origine du projet, on savait qu'à la fin du film, il y aurait un plan de cette fameuse usine que le personnage principal n'a de cesse de voir dans ses souvenirs. Il y aurait un plan de cette usine, mais vide. Cette usine aujourd'hui, pas l'usine de son souvenir. Cette usine qui est donc aujourd'hui à l'abandon, inoccupée, dans le silence. Et donc c'était un plan qui allait être tourné au drone et en marche arrière.
comment, quelque part, regarder une dernière fois ce lieu et lui dire au revoir, pour le spectateur aussi. Sauf que ce lieu était dans le présent. Et donc il fallait... il y avait cette marche arrière, mais moi j'étais convaincue qu'on pouvait réactualiser autrement cette image. Et donc le filtre doré, en fait, va petit à petit disparaître. Mais aussi les barres du cadre, puisqu'on arrive dans le présent. Et donc cette disparition se fait progressive sur tout le plan, et les couleurs réapparaissent petit à petit aussi en fonction de la musique. Voilà. Mais il y a aussi les distorsions sur les côtés qui petit à petit disparaissent. Et toute cette idée, tout ce développement a été déjà pensé au moment de tournage, ou ce sont des idées qui sont venues au fur et à mesure en étalonnant le film? C'est venu, je pense, parce qu'en plus il y a le monteur et le réalisateur dans la salle, mais je pense que c'est venu en cours de montage, ces idées-là. Enfin, du coup, moi, c'était une envie presque instinctive en voyant les images, d'avoir quelque chose qui bouge dans ce plan. Je trouvais ça tellement fort que ce soit du présent. En fait. Parce que je me demande aussi, on est tellement habitué à penser que l'étalonnage, c'est l'étape suivante. C'est quelque chose dont on ne pense quasi pas au moment de l'écriture. Mais bien sûr, ça peut être aussi... il faut que ça soit... D'ailleurs, pour votre prochain film, quelque part, vous étiez encore en tournage, qu'on faisait déjà des tests d'étalonnage. C'était même avant le tournage, parce qu'on a là, on est en train aussi de travailler sur un projet où l'idée d'étalonnage était déjà, et il faisait partie de l'intention du film. Donc on peut avoir juste, en quelques mots, on souhaite avoir une image qui est très sombre, dans laquelle il y a le personnage qui émerge du noir. Une sorte de peinture de Caravage de Rembrandt, où le cadre n'existe quasi pas, où en fait les personnages flottent dans un lieu qui est quasi imperceptible. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment être bien intégré dans les intentions de réalisateurs. Oui, je pense qu'en tout cas, c'est là que ça devient passionnant pour l'étalonneur, je crois. C'est effectivement quand les choses sont anticipées et quand on ne se retrouve pas à faire que des soins et du rattrapage, et qu'on peut imaginer les choses dès le départ. Alors, comme il se trouve que je fais des films aussi, du coup je suis très très préoccupée par cette question de l'étalonnage, et moi mon film, je pouvais même difficilement l'envisager pendant le montage sans l'étalonnage. En fait, j'avais besoin de déjà toucher un petit peu au plan, sinon je n'arrivais pas à les voir en dehors de cette vision d'étalonneuse. Et on a fait l'étalonnage avant le montage son, parce que j'étais trop impatiente et que le monteur son n'était pas suffisamment rapidement disponible. Et donc ça m'a même donné envie, et on en verra un extrait plus tard, de bruiter l'étalonnage. Je voulais que ce que moi j'ajoutais à l'étalonnage, on l'entende. Voilà, c'était une lubie que j'avais. Mais là, donc, ouais, c'est cet extrait-là.
Ce n'est pas une question. Je voudrais juste dire que il me semble, je ne vais pas revenir sur les mots très forts que tu as utilisés jusqu'ici, mais que cette façon d'harmoniser des plans très différents, on peut réparer, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on donne une harmonie comme en musique, et que ça me fait vraiment repenser à nouveau à la magie du cinéma. D'un coup, le mot magie prend toute sa place à nouveau, et la magie, l'imaginaire, et ce que ça peut aussi nous apporter au niveau des émotions et de notre mémoire à nous. Et ça change complètement la vision qu'on peut avoir d'un film. Quand je vois les avant et les après, ça me fait vraiment, penser que l'imagination, elle enveloppe l'image, elle englobe tout ceci. Aussi ce côté magique, imaginaire, ce côté sensible que tu peux apporter à un film. Je ne vais pas répéter, du coup, c'est très beau ce que tu dis. Oui, je pense que c'est ça qui fait que le métier d'étalonneur, c'est magique. Et c'est ça qui fait que moi j'aime tellement mon métier, c'est que c'est un métier de cinéphile, en fait, parce qu'on passe son temps à regarder. Donc là, ça me fait vraiment... c'est très étrange comme sensation, parce que en fait, je vois votre regard sur les images, et moi je ne les vois pas. J'ai l'impression d'être passée du côté des images, et c'est vraiment très particulier comme expérience. Juste pour rebondir, et aussi sur ta collaboration avec les auteurs et les autrices, ce qui est important pour que cet imaginaire se développe, j'y pensais avec ce film, et puis avec Mitra de Jorg Leon, parce que vous parliez de cette luminosité liée au fait que ce soit tourné à Marseille, mais c'était aussi très clairement parce que l'intention du film était que ce soit lumineux, puisque c'est un film de rencontre, qui met en avant la beauté des gens filmés. Donc il y avait cette importance. Donc c'était juste pour revenir sur les intentions, pour éviter que ce soit que du pansement qui est mis au moment de l'étalonnage. J'imagine que l'étalonnage il est pensé par les réalisateurs dans leurs intentions, en fait. Parfois oui. Oui, tout à fait. Parfois oui, parfois non. Parfois on arrive et puis on invente quelque chose, et puis parfois aussi ils arrivent avec des demandes pour l'étalonnage tout à fait farfelues, que je peux entendre et que je peux difficilement résoudre. Donc j'ai essayé de me souvenir des choses les plus saugrenues qu'on m'avait demandé à l'étalonnage comme intention. Et donc je pense que Fred n'est pas là, mais je salue Fred. La demande la plus saugrenue que j'ai eue, c'était retirer une crotte de nez. Et on y est arrivé. Alors c'est étrange pour de l'étalonnage, mais on l'a fait. Et en numéro 2, je pense que ça a été une demande aussi très particulière, qui était d'enlever de la cellulite sur une femme. Et je n'y suis pas arrivée. Voilà. C'est dans l'intention. Non, c'est ça, c'est effectivement un problème, c'est que parfois, on n'a pas d'intention. On ne sait pas ce qui est possible à l'étalonnage. Et puis parfois, par contre, comme avec les filles Amir, il y a une intention très précise dès l'écriture. Oui, mais je crois que c'est aussi le fait de connaître les possibilités. Parce que quand on voit ces résultats, on peut imaginer quelque chose, donc quelque chose déjà dans le background de notre système. Et c'est comme ça qu'on peut réfléchir aux images déjà au moment de tournage, au moment des intentions. Mais c'est aussi, ça dépend du projet. Parce que parfois on est très centré, on est très axé sur le sujet, sur le contenu. Et on n'arrive pas à imaginer. Et donc on a quelques fantasmes d'images, mais on n'arrive pas à imaginer une valeur ajoutée. Et en termes de colorimétrie, en termes d'étalonnage.
Et ça arrive au fur et à mesure. Il y a aussi le fait de réfléchir en voyant les images, donc au montage, que parfois tout d'un coup il y a des idées d'étalonnage qui émergent. Et donc c'est sur tout le processus, sur toutes les étapes. Mais c'est vrai qu'en connaissant ce métier, en passant le temps en étalonnage, que ces idées, les possibilités sont déjà là. Donc moi je me sens plus capable d'y réfléchir avant le tournage. Et voilà, et nous on a fait des tests, on a déjà testé des images alors que le film n'était pas terminé au niveau du montage, mais concrètement, l'étalonneur ne peut pas faire ça sur tous les projets, en fait, parce que simplement pour arriver à en vivre, il faut quand même les enchaîner, les étalonnages. Je pense qu'il y a des étalonneurs dans la salle, c'est pas évident de s'y retrouver financièrement, simplement parce que on n'a que quelques jours, on a de payer. On a, je sais pas, 3-5 jours. Donc il faut en faire déjà des étalonnages sur un mois pour arriver à en vivre. Là où sur un montage, on va être parti pour une période un peu plus sereine, en fait, un peu plus longue. Des réactions? Moi j'ai une question, parce que bon, ça m'intéresse, l'organe œil, qui est enfin, l'acuité de l'œil et la fatigue de l'œil aussi. Et j'imagine que tu as besoin de beaucoup de moments de pause pour pouvoir rafraîchir ton œil. Et par exemple, tu peux étalonner un jour et le lendemain, tu regardes avec un œil frais la même chose et tu c'est une catastrophe. Voilà. Et donc comment tu travailles, comment ça se passe. Et alors, une deuxième question, réflexion aussi, c'est, on en a un petit peu abordé puisque tu dis que tu as fait l'étalonnage avant de faire le son. Justement, pourquoi l'étalonnage vient toujours en dernier et pourquoi pas chambouler ces étapes, parce que l'étalonnage peut influencer un mixage, peut influencer... Oui, voilà. Sur mon film, ça a été le cas, oui, effectivement, on a chamboulé. Je voulais vraiment commencer l'étalonnage presque dès le montage, en fait. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas fait en cachette, l'étalonner un petit peu. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait chambouler. Après, moi, les intentions du son, elles m'aident quand même, notamment pour les questions de raccord. Est-ce que ce plan-là raccorde avec ce plan-là? Si au son ça raccorde, a priori, je vais tenter de jouer le raccord aussi, par déduction. Donc voilà, entre finir avec l'étalonnage ou finir avec le mixage, j'ai pas vraiment la réponse à ça. Je sais que moi, j'aime bien que le mixage suive l'étalonnage, parce que mais je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs dans la salle, et donc vous le savez, mais finir un film, c'est pas évident. Il y a ce moment où il faut le lâcher, quoi. Il faut lâcher, c'est fini. Et donc, quand on se retrouve à l'étalonnage, à devoir faire ce pas-là avec le réalisateur, de lâcher, de dire maintenant ton film il est là, c'est fini. C'est très difficile. Et on sent que le réalisateur peut avoir une résistance. Encore un jour, encore une heure avec le film. Et donc j'adore quand il y a le mix qui suit. Parce que alors ces questions sont posées au moins de quelques jours. Elles ne sont pas pour moi. Et alors la question sur les yeux, oui, pardon. Est-ce qu'il y a une fatigue oculaire? Alors, et est-ce qu'on peut détricoter ce qu'on a fait le lendemain? Oui. Oui. Donc, bon, encore une fois, il y a les outils. En fait, les outils t'indiquent dans quel niveau de contraste, de saturation, où est la densité de ta peau. Et tu peux te référer à tes outils, mais c'est vrai que ça impose la peau s'impose, quoi, régulièrement. Et moi, j'ai ce grand luxe de travailler chez moi la plupart du temps, parfois en studio, mais quand même souvent chez moi, tant que les projets me le permettent, et donc de pouvoir aller dans le jardin quand je fais une pause, et donc de rafraîchir mes yeux. À mon grand étonnement, je dois porter des lunettes. Donc ça c'est vraiment pas gai, mais c'est comme ça. Et j'ai essayé d'abord les lunettes qui protègent des lumières bleues des écrans, puisqu'on passe quand même 10 heures par jour derrière un écran. Mais en fait, ce n'est pas possible, parce que ça jaunit.
Oui. Donc c'est une crasse absolue. Voilà, j'ai des lunettes normales. Et c'est vrai qu'en plus, comme je travaille du coup dans un studio assez petit, l'écran est assez près. Et donc c'est important aussi, je pense, d'aller voir le film en salle quand il est terminé. C'est justement ça. Oui, parce qu'il y a une question de proximité avec les images qui en fait impacte sur notre vision. C'est-à-dire que notamment, et c'est vraiment important, sur la saturation et le contraste, c'est pas la même chose de le voir sur un écran qui est à 1,50 m de soi que sur un écran en projection. Et donc je pense qu'on viendra, et c'est déjà la plupart du temps comme ça, on fait des sorties différentes. Pour les films, on fait des exports pour Vimeo, pour la salle, pour la télévision. Moi, j'ai pas forcément le temps de faire toujours toutes ces sorties-là, donc on fait ce qu'on appelle un compromis belge. Mais pour être précis, il faut faire des sorties différentes. Et il faut aller le voir en salle si le film est destiné à être projeté en salle. Et ça, c'est des questions de budget aussi, souvent. Oui, c'est comme au son. Parfois, on fait plusieurs exports différents pour plusieurs formats différents de distribution. Non, moi, je crois que les projections en salle, ça donne, et qui se fait normalement à la fin du processus, mais là, on peut prévoir déjà des allers-retours, parce que ça donne tout à fait une autre perception, et aussi comme un objet, c'est pas un objet qui rentre dans un cadre petit, mais quelque chose dans lequel, dans une salle comme ça, on obtient une relation vraiment et super différente de ce qu'on a dans un studio petit. Après, j'aime beaucoup travailler dans mon terrier, mais il faut en sortir. Donc c'est pas parce qu'on est un étalonnage de films documentaires qu'on ne peut pas se permettre effectivement de s'éloigner du réel. Et donc je voudrais passer oui, tout à fait, au film Charleroi, suivi d'un autre petit film, de 2 extraits, Charleroi, où c'est pas le premier film que je faisais avec ce réalisateur-là, ni avec ce chef opérateur-là. Donc quelque part, là, il y a une espèce d'évidence quand on se retrouve, on sait directement où et vers quoi on veut aller. Et les images de ce chef opérateur, elles sont déjà très très définies. Je n'ai pas une marge de manœuvre incroyable. Donc pour moi, ça va aller très vite. On va très vite pouvoir se lancer dans un travail commun. On sait très vite de quoi on parle. Et ceci étant, voilà, il y a eu quand même pour ce film Charleroi un travail sur un look, sur un côté doré aussi, charbonneux, très noir, cuivré presque. Il y avait des mots qui venaient au moment du travail de contre-jour, de cuivre, de charbon, des mots qui ont guidé les intentions colorimétriques. Et donc j'ai choisi une scène où on est en fin de jour et en même temps, là à l'étalonnage, plusieurs pistes étaient possibles et nous ce qu'on a choisi c'est presque en bain de cuivre. Donc la première scène qu'on va voir, elle est étalonnée et puis on verra la scène où d'autres directions étaient encore possibles. Ouais. Elle est bonne? Ouais, elle est bonne, frère. Non, elle est pas bonne, Ouais, elle est je suis froide. sûr. One, two. C'est réel. Oh non. Vas-y, vas-y. Ouais. Voilà. Bon les gars, je vais jusque là-bas dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu paries combien? Vas-y. Pose pas. Ah, je vois pas. Tu Il va paries y combien? aller. Juste attention. Je te bouge. Et toi, maigris tout simplement et je te bouge. Oh, là, ici, avec ce scène qui est magnifique. Il sait pas que tu sais sauter de là. Tu fais que tu viens de sauter. Mais si, il m'a vu sauter. En fait, elle savait nager. On lui a fait. On lui a fait. On y va. Moi d'abord j'ai sauté de là, après j'ai sauté d'ici, parce que je suis sec. On saute. Hein.
Non, de là c'est mieux. grind your claws, you howl, you growl, and afraid of Apollo. You run, you free, you climb and bless trees, you reignite. You growl, you howl, you show your teeth, you bite. It's alright. You say no more. Use your eyes, the world goes and fluttered by. Use your eyes, even though you are. Use your eyes, the world goes and fluttered by. Use your eyes, even though you are. Voilà, j'ai cette étiquette du documentaire qui me colle à la peau et que j'aime beaucoup, mais j'ai tout autant de plaisir en fait à travailler en film de fiction, et il se trouve que avec ce réalisateur-là, nous avons fait après un long métrage documentaire ensemble, et ça c'était un peu mon test d'étalonnage. C'était avant l'enjeu du documentaire, c'était une petite fiction pour voir si on se comprenait. Juste une petite anecdote personnelle par rapport à Charleroi. Et moi j'ai vu le montage du film avant que le film soit étalonné. J'ai fait le titrage, donc j'ai passé du temps avec ces images et j'ai trouvé les images pas étalonnées tellement géniales. Il y avait une grisaille qui était super, et d'abord c'était particulier, pour moi c'était Charleroi, donc c'était mon idée de Charleroi, cette grisaille, cette désaturation, et ça résonnait très fort avec ce lieu, avec Charleroi, que j'ai souhaité qu'il ne touche pas aux images à l'étalonnage. Et finalement c'est un très bon film, mais là il y avait quelque chose très particulier. Il y avait un parti pris très fort. Par exemple, quand ils tournent dans une pièce, ils éteignent toutes les lumières. Donc il n'y a pas de
Il n'y a pas de source lumineuse, en fait, c'est lumière naturelle, point barre. Et le chef opérateur tourne plus ou moins, pas vraiment en log, mais disons avec une image très désaturée, effectivement, mais il la tourne aussi très sous-exposée. Ce qui fait que je ne sais pas l'éclairer, même si je le voulais. Là, si on m'avait demandé une image lumineuse, je n'aurais pas pu. Mais là, c'était dans le cas de Charleroi, c'était déjà au moment de... C'était déjà dans les intentions. Oui. Il y avait toute une réflexion sur la manière dont il filmait. Donc, Guy Braquinot, le réalisateur, il voulait que ça soit contre-jour, il voulait que ça soit avec des lumières très, très basses. Mais alors c'est très gratifiant, et c'est comme pour l'extrait de L'échappée sauvage, c'est que comme ça a été pensé tout du long, on a l'impression avec l'étalonnage d'arriver vraiment à quelque chose à une finalité, à un but qui a été entamé en début de chaîne et qu'on a tous travaillé à aller dans cette direction-là. Et pour L'échappée sauvage, si je ne me trompe pas, enfin voilà, il y avait tout un travail des costumes, c'est en costume, enfin je veux dire, les enfants sont dans, c'est quoi la période années 50. Voilà. Et donc à l'étalonnage, ben voilà, on est venu ajouter une couche dans cette direction-là, mais c'était là présent dès le départ. Et Charleroi, c'est la même chose. Et donc comme quoi, ça peut être la même chose en documentaire et en fiction. C'est pour ça que je voulais mettre côte à côte ces deux extraits-là. Charleroi, c'était filmé avec quoi? Charleroi, une FS5. C'est ce qui a remplacé la liste. C'est la nouvelle caméra. C'est la même caméra que... oui, c'est Sony FS5, pardon. C'est des images du plan drone, du film Après l'usine, c'est aussi un Sony FS5. Et bon, il y a tellement de réglages différents dans chaque caméra que... Et les optiques peuvent aussi avoir un impact très fort sur l'image finale. Alors, je ne sais plus ce que j'ai encore comme extrait à vous montrer. Peut-être changer le moment de la journée, parce que ça peut être rigolo aussi. Voilà, on a tourné une scène à un moment, mais en fait, il faudrait changer la météo. Là, encore une fois, le son vient renforcer, renforcer, parce que pareil pour ce film, l'étalonnage a été fait avant, en tout cas pratiquement en même temps que le montage son. Et donc avec le monteur son, il était bien question d'ajouter un début d'orage sur cette séquence, qui en fait, il y avait toute une série de plans dans le film qui doivent revenir, mais à des moments différents. Sauf que, voilà, c'est comme ça souvent dans le documentaire, on n'a pas beaucoup de temps, donc en fait on va 2 jours sur place et puis on fait tous les plans, quoi. Et il se retrouve qu'au montage, ils sont les uns à côté des autres et on sent pas du tout la différence de temporalité. Et donc voilà, c'est à l'étalonnage qu'on va pouvoir accentuer en fait, simplement, ou même transformer la météo. Et donc faire comme si du temps était passé. Ah oui, dans la 12, dans modifier le cadre, ça c'est parce que j'avais une idée aussi pour mon film où je me suis tout permis, y compris le fait de travailler beaucoup plus presque à l'étalonnage qu'à la prise de vue, mais toujours dans cette idée qui me tracasse beaucoup de rendre des images moins bien perceptibles, lisibles, mais plus évanescentes. Et donc de retravailler les contours de cette image, j'ai voulu absolument arrondir les bords de mon cadre, parce que aujourd'hui c'est possible, et donc pourquoi est-ce qu'on ne se le permettrait pas, en fait, puisque dans mon film il y a aussi cet enjeu d'image imaginaire et d'image documentaire, et donc voilà, sur les images imaginaires, j'ai arrondi les bords cadres.
je voulais me débarrasser de ces traces-là. Donc on a commencé à enlever. Et c'est une maison qui a donné naissance à toute la suite de notre vie. L'ajout du bruitage, en fait ce tremblement, ce battement d'image avant qu'elle ne s'arrête, c'est fait à l'étalonnage, c'est quelque chose qu'on peut ajouter à l'étalonnage, et sur ce battement de l'image, il y a un battement de pigeons qui s'envolent. Voilà pour l'anecdote. En tout cas, distinguer ces moments dans un film comme si les images appartenaient à comme si les images avaient des natures différentes, c'est une des questions qui revient souvent. Et pour le film Sans frapper, ça a été... voilà, elles sont venues aussi au moment avant d'entamer le tournage, la chef opératrice et la réalisatrice sont venues avec des tests pour qu'on voit ensemble comment on pouvait distinguer deux types d'images. Parce que elle voulait qu'il y ait des images de nature fictionnelle et des images de nature documentaire dans son film, mais que la transition de l'une à l'autre soit légère. Donc voilà, il y a plein de possibilités en fait à ce moment-là, que ce soit l'ajout de grains, que ce soit le recadrage ou le fait de mettre en noir et blanc. Enfin, tout de suite, je lui ai proposé, tu veux qu'on mette en noir et blanc, et elle n'était pas du tout convaincue par ma proposition, donc on a cherché des choses très ténue et qui en même temps que la chef opératrice elle-même dès le tournage a mis en place aussi, c'est-à-dire qu'elle ne tournait pas avec la même focale selon les séquences. Donc dès le tournage il y avait un parti pris qui était fort, et donc l'extrait de Sans frapper. Mathilde qui habitait là m'a demandé si on l'avait fait. J'ai répondu un truc du style on n'a pas couché ensemble mais on a fait l'amour, ce qui pour moi était la manière la plus juste de décrire ce qu'on faisait, mais pour elle ça marchait pas, ça comptait pas, il m'avait pas pénétré, donc ça comptait pas, et j'étais toujours techniquement vierge. Un matin après une de ces nuits, je suis sortie de la chambre. Moi, j'étais remplie de tout ça, d'amour, de reconnaissance. Et j'ai croisé Julien, donc le nouveau petit ami de Mathilde. Il m'a regardé longtemps. J'ai senti précisément qu'il voulait ce truc qui appartenait à quelqu'un d'autre. On a échangé quelques mots, je suis retournée dans ma chambre et j'y ai plus pensé. Peu de temps après, Hugo m'a dit que finalement, il n'avait pas envie d'une relation à distance, que c'était fini. Et je me suis retrouvée... J'avais l'impression qu'on m'avait retiré du sein de ma mère et jeté dans le caniveau. Je pense que j'avais quelque chose, je sais pas, lié à si on fait gaffe, quand même on se met pas dans telle situation. C'est ultra conventionnel comme... je vois toute ma famille derrière. Dans ma famille, s'il pleut, on sort pas parce que ça mouille. Et que le sol est glissant et on peut se casser quelque chose. Donc vaut mieux pas. Vaut mieux pas se mettre dans n'importe quelle situation. Peut-être d'aller... Pourquoi cette jeune fille, elle n'a pas le droit d'aller tester quelque chose? Peut-être qu'elle va tester un truc, en fait, en allant manger chez lui.
ou en l'embrassant, ça ne veut pas dire qu'elle est en train de lui promettre un truc gigantesque auquel ce pauvre garçon, une fois que son désir est éveillé... Il y a aussi ça, en fait. On dit que les garçons, ils ont un désir et qu'ils doivent y céder ou ils doivent l'assouvir. Et bon. J'ai passé plusieurs mois chez ma mère. C'est un peu flou. Physiquement, je retournais pas bien. Je voyais flou, j'avais du mal à me tenir. J'ai été voir pas mal de psy, dont un comportementaliste en EMDR, qui lui me disait attendez avant de qualifier ce qui vous est arrivé de viol, parce que ça pourrait vous enfermer dans le rôle de victime. Moi, ça m'est arrivé, c'est tout petit bout de ma vie, c'est 5 minutes, 6 minutes de conscience. Et donc à un moment, je me suis raconté, je peux bien gommer 5-6 minutes de ma vie. Tout ce que j'ai oublié dans ma mémoire, il n'y a pas trop de problème. Et puis étonnamment, c'est corporellement. C'est vraiment dans la mémoire du corps que je me suis rendu compte que j'arriverais pas à oublier. Parce que corporellement, j'avais des phénomènes qui me montraient que j'étais marquée, que mon corps était marqué. Est-ce que, du coup, maintenant, Amir, toi qui avais vu le film, est-ce que tu vois la rupture ou... Je me souviens, oui, j'ai vu le film hier. Et justement, le deuxième extrait, c'est ici, donc l'extrait documentaire. Je me suis posé la question, et ce visage, parce que je voyais que le visage n'était pas traité en étalonnage, et, mais tout au long du film, je ne pouvais pas distinguer. En fait, les contextes étaient tellement... les mêmes lieux, et les mêmes lieux. Donc c'est très léger. C'est très léger. Par contre, je reviens sur la question de... les points sur les contrastes. Et là c'est clair pour moi que quand on a moins de contrastes, il y a une sorte de matière qui se trouve entre le sujet et moi en tant que spectateur qui fait que ma perception est plus documentaire, est plus réelle. Oui, ben, on a travaillé effectivement sur le contraste, sur la saturation. Donc les visages sont traités dans les deux cas, mais pas de la même manière. Et donc dans le documentaire, on a été vraiment, on s'est retenu en fait dans le traitement de l'image. Si bien, ceci étant, donc voilà, il y a une continuité dans le film, et donc c'est un récit qui se développe, un récit que viennent enrichir ces femmes d'une expérience qui leur est personnelle et qui est réelle, contrairement au récit qui est réel aussi, mais qui n'est pas le leur. Et donc s'entremêle comme ça un dialogue entre le documentaire et la fiction, et nous, à l'étalonnage, on a épousé cette intention du film qui était, je pense, une des intentions principales de la réalisatrice, qu'on ne sache plus exactement à quel moment on est dans la fiction et à quel moment on est dans le réel. Aussi choix de caméra, mais du point de vue de l'étalonnage, Alors c'est marrant, je repense à Méliès qui, pour avoir un beau noir et blanc, pardon, la question. Donc comment fait-on pour avoir un beau noir et blanc à l'étalonnage? Et donc je repense à Méliès qui, pour avoir un beau noir et blanc sur sa pellicule, peignait ses décors en gris, dans des teintes de gris différentes, parce qu'il savait que c'était ce qui rendrait le mieux sur sa pellicule noire et blanche, puisqu'il ne pouvait pas coloriser tous ses films, c'était trop cher. Donc, je trouve l'anecdote quand même puissante. Moi, j'ai l'intuition, mais j'ai très peu travaillé le noir et blanc, que c'est intéressant de le penser dès le tournage, mais ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on peut faire... Il n'y a pas qu'un noir et blanc, il y a beaucoup de noir et blanc. Et selon le canal que l'on privilégie, rouge, vert, bleu, on va obtenir des images totalement différentes, avec des contrastes différents, des détails différents. Et donc, je pense que selon le noir et blanc qu'on a envie d'avoir, qu'est-ce qu'un beau noir et blanc, on va pouvoir faire des tests. Et c'est vrai que
je ne travaille presque jamais dans une absence de saturation. Voilà, j'aime bien, même dans mes noirs, ajouter un tout petit peu de couleur teintée, légère. Mais c'est très léger, mais c'est parce que quelque part le noir et blanc sur un écran, il a presque l'air bleu. Et je préfère avoir des noirs plus chaleureux pour le coup, donc je vais teinter un peu mes noirs. On revient toujours à la question de la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire un bon noir et blanc? Moi, je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça veut dire de belles images? Pour moi, en tant qu'auteur, ça n'existe pas. Il y a juste des images qui servent au propos du film. Et c'est pour ça que l'étalonnage pour moi, ou la réflexion de couleur, doit être une partie prise, donc intégrée dans les intentions du film. Donc c'est quelque chose qui doit fonctionner dans le film, fonctionner et va servir au propos. Et donc la question de la beauté est très complexe à mon avis. C'est une question trop abstraite. Mais je pense qu'il faut un des grands enjeux, il me semble, à l'étalonnage, quand on passe comme ça plusieurs jours dans le noir avec des images, c'est justement d'arriver à les trouver belles pour soi. Pour soi. Oui. Et parce que c'est ça qui fait je pense, qu'on a de la tendresse avec elles et qu'on a envie de passer du temps avec elles. Et quelque part, il m'arrive de ne pas du tout aimer les films sur lesquels je travaille. Voilà, ça arrive. Mais les images, ce n'est pas le film. Et donc je pense que quand j'arrive à aimer une image, j'arrive à travailler avec elle, même si je n'aime pas le film. Et l'aimer, c'est lui trouver une certaine beauté, pour moi. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en plus, on est des êtres humains qui vivent une époque où l'image est tournée, la photographie, l'image est déjà tellement incrustée dans notre mémoire qu'on est très vite, on peut très vite définir une image et qu'est-ce qu'elle peut raconter ou qu'est-ce qu'elle veut raconter. Donc on est face à une très large série de prédéfinitions. Mais je crois qu'en étalonnage, ça c'est un des plus grands défis pour moi, en tant qu'auteur, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir créer un look, et on peut l'appeler un look, un effet, qui dépasse, qui pose des questions par rapport au spectateur, qui lui met dans une position qui n'est pas tout à fait conforte, qu'il doit se positionner par rapport à cette image, ou par rapport à ses couleurs, et qu'il y a une sorte de rencontre avec lui et une image qui est nouvelle pour lui, qui raconte quelque chose, et que ce soit une image, que ce soit une couleur, que ce soit n'importe comment, mais que finalement le résultat lui pose des questions. Ben oui, tout à fait. Moi je pense qu'on pourrait presque conclure sur ces mots-là. Mais comme tu parlais de nous, êtres humains, j'avais envie de conclure sur quelque chose d'un peu particulier. Est-ce qu'il y a encore des questions avant la conclusion? Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer la notion de lutte? Oui. Alors avec le peu de technique que j'ai, mais ceci étant, je vais essayer. Et donc une lutte, c'est ce qu'on appelle une look-up table. C'est une table de conversion des couleurs. C'est quelque chose c'est des canaux par lesquels on va faire passer l'image pour lui traiter ses couleurs. Et ça permet un traitement colorimétrique avec moins de dégradation. Donc tu imagines en carré. Hein, alors il y a l'image qui rentre, et le carré c'est la table de conversion, et elle va ressortir. Chaque couleur est traitée dans ce carré. Ouais. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui.
C'est un algorithme, comme quasi la plupart des choses aujourd'hui, qui est appliqué sur... J'aurais souhaité que pour ce dernier extrait, pour la conclusion, on puisse être dans le noir total. Parce que là, je voulais... bon, si on peut pas, c'est pas grave, hein, mais je voulais rendre hommage à... non pas à l'intelligence artificielle, mais à l'intelligence animale, en quelque sorte. Parce que j'ai une grande fascination pour certains animaux. Et... je me sens très proche de cette petite bestiole qui voit en noir et blanc. Alors, elle ne voit pas les couleurs, et pourtant, elle est capable de les reproduire, presque à l'identique. Elle vit dans l'eau. Et ici, c'est une vidéo d'elle qui rêve. Et en rêvant, elle change de couleur. Donc c'est un film qui va sortir. C'est tout à fait incroyable d'être parvenu à filmer ça. Elle change de couleur en rêvant. Et je trouve qu'en tant qu'étalonneur, ça pourrait être une belle ligne de conduite. Parce que bien sûr, il y a la technique. Et on n'est pas à l'abri de tous ces problèmes de technique, de conformation, d'entrelacement des images, de multiples formats d'images. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'arriver à garder, je pense, son regard, en fait, sa fraîcheur sur les images. Donc voilà, est-ce que c'est possible alors d'avoir le noir? Eh ben, dès que le noir se fait. Merci beaucoup.